On ouvre la première page de ce 21-23. Je vous le disais, on va sur le terrain de la radicalisation des plus jeunes. Une radicalisation en hausse ces dernières années, alors que 2 adolescents de 16 ans viennent d'être arrêtés. Ils projetaient, semble-t-il, des attentats contre des lieux de la communauté juive. On va parler radicalisation sur les réseaux sociaux, bien évidemment, mais aussi sur les jeux vidéo. Et on va en parler avec vous, Asna Hussein. Bonsoir, vous êtes sociologue Bonsoir. spécialiste de la cyberradicalisation, directrice de l'association Prévanet, une association spécialisée dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Et puis Gilles Kepel, bonsoir, Bonsoir. politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabe. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs pour nous éclairer sur ces questions-là. Votre dernier ouvrage, vous êtes co-auteur avec Jean-François Ricard de Antiterrorisme, la traque des djihadistes aux éditions Plomb. On le voit à l'image. Et puis nous serons également en visio avec Valentin Petit, journaliste et réalisateur du documentaire De la manette à la gâchette, qui est diffusé sur Arte par Capa Presse. Et puis également en visio avec Séraphin Alava, professeur en cyberradicalisation à l'université Toulouse 2 et membre de chaire UNESCO de prévention des radicalisations. Alors on va tout de suite voir ce qui s'est joué avec justement l'arrestation de ces 2 jeunes adolescents de 16 ans, ce qu'ils projetaient. On regarde le reportage de Peggy Moget et Anaïs Sanquet et on en parle juste après. Depuis des mois, les 2 adolescents étaient en contact sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir ainsi mûri leur projet d'attaque terroriste. Leur cible, des synagogues et des lieux fréquentés par la communauté juive. Dans les derniers messages échangés, l'un d'eux écrivait vouloir passer à l'acte dans 5 jours. Une menace qui a précipité leur interpellation mercredi dernier en région parisienne et à Strasbourg. L'un a 16 ans, de nationalité française. Il était scolarisé dans un lycée technique. Le second, également âgé de 16 ans, est russe, d'origine tchétchène, en France depuis 4 ans et déscolarisé. 2 jeunes qui se sont radicalisés en consommant des vidéos de propagande djihadiste ultra-violente et ouvertement antisémite. Des cas loin d'être isolés. En effet, le nombre d'adolescents radicalisés ne cesse de progresser en France. En 2022, 2 mineurs ont été déférés devant le parquet national antiterroriste. Ils étaient 15 en 2023, ils sont 20 cette année. Des jeunes recrutés sur Internet et appâtés par un discours marketé pour leur âge. En fait, on leur propose, grâce à cette forme de propagande, d'avoir une forme, à la fin, de reconnaissance par les pairs, de reconnaissance médiatique aussi, d'être quelqu'un lorsqu'ils pensaient n'être personne, d'avoir un avenir lorsqu'ils pensaient ne pas en avoir. Pour eux, c'est une solution prête à l'emploi. Mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, les 2 adolescents ont été écroués. Les investigations se poursuivent afin de déterminer le degré d'avancement de leur projet djihadiste. Gilles Kepel, vous travaillez sur ces questions depuis des années. Là, les chiffres qu'on vient de voir, l'augmentation de ces jeunes déférés à l'antiterrorisme depuis 2-3 ans, on voit que c'est une augmentation spectaculaire, même si ça touche encore que 2 dizaines d'individus, mais c'est spectaculaire en quelques années. Même Oui. vous qui êtes un spécialiste, ça vous alerte ? On est très préoccupé par ça, effectivement. Le PNAT s'en saisit. Pôle national antiterroriste. Voilà, c'est ça, Parfait. qu'a dirigé Jean-François Ricard, qui est le co-auteur de notre livre Antiterrorisme. Et il faut bien voir que le phénomène était déjà assez présent à partir du départ massif en Syrie, si vous voulez. Parce que vous aviez des mineurs qui étaient mis dans cette ambiance. Donc, il y a l'arrivée des enfants, des petits, dans le monde du djihadisme. Et maintenant, justement, vous avez le monde du cyber qui va se mêler avec l'attraction que cela a pour les mineurs. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant parce que le mode a changé. Autrefois, vous aviez ce que j'appelais, disons, un djihadisme pyramidal. Vous aviez des donneurs d'ordre et des exécutants. Puis ensuite est passé ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère, donc où vous aviez des relations plutôt réticulaires que pyramidales ou rhizomatiques. Et maintenant, il y a cette captation de la jeunesse à travers un processus tout à fait étonnant qui est celui des jeux, mais Hasna en parlera beaucoup plus éloquemment que je ne saurais le faire, où vous allez sur votre jeu et puis vous parlez et vous avez des profilers, d'une certaine manière, plus âgés, qui repèrent des individus qui ont des faiblesses et des appétences. Et ça n'est pas seulement, paradoxalement, pour le djihadisme, mais ça peut être aussi pour le narcotrafic, des gens à qui on va commander des choses pour
dans un quartier On populaire. en a beaucoup parlé ces derniers jours, Voilà. c'est-à-dire repérer des jeunes en Voilà. souffrance ou en qui perte de présentent repère. une faille ou quelque chose, ou bien pour l'escroquerie. Nos enfants même se font régulièrement escroquer, sont des victimes. On culpabilise quelqu'un à travers un jeu. On sait bien que c'est pas toi, mais il faut que tu payes. Et puis je rembourserai. Et après, et on est pris dans une espèce de machine où le djihad, le narcotrafic, l'escroquerie, si vous voulez, procèdent selon des procédés parallèles. Et c'est ça qui est extrêmement préoccupant. Parce qu'il est très difficile, alors même si c'est détecté par les gros ordinateurs des services de renseignement, je ne sais pas si c'est ce qu'on voit derrière nous à l'écran en ce moment. Oui, enfin, ça l'évoque en voilà, tout cas. c'est des images prétextes derrière vous, mais voilà. effectivement sur ça, sur la toile, le monde Voilà. du numérique, qui peut effectivement être donne le sentiment ciblé par les services de renseignement. c'est plus fort que ce que va bidouiller un ado sur son téléphone. Mais en même temps, c'est très difficile de pénétrer dedans parce que le profiler, il va se trouver peut-être en Indonésie, il est difficile de trouver. Et là, d'après ce que l'on indique, des infos de ce jour, donc il y a un Tchétchène dans l'affaire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, c'est-à-dire que la plupart des réseaux tchétchènes fonctionnent en russe, langue parlée par tout le monde dans la communauté tchétchène présente en France et Ingouch et les gens du Caucase, mais aujourd'hui, très peu connu. Autrefois, quand l'URSS était, ça va peut-être redevenir le cas, si j'en crois vos informations de Poutine tout à l'heure, l'ennemi, par définition, de la France, les policiers, le renseignement, on était russophones. Après, quand j'étais jeune, encore, ils étaient russophones, puis ils ont changé, ils ont essayé de changer à l'arabe. Maintenant, il va falloir se remettre au russe, et on est en déficit, déjà on est en déficit d'arabisant, on va être en déficit de russisant sur ces questions. Asna, justement sur ce qu'on a entendu dans le reportage, on voyait que c'est une manière aussi, c'est ce qu'expliquait une de vos peut-être consoeurs analystes, que c'est une manière pour des jeunes, comme disait Gilles Capel, parfois rencontrent des failles, de se donner une mission, une cause sacrée et de se rendre important dans leur communauté, parmi leurs pairs à eux. Effectivement, il y a cette approche relationnelle et de partir de zéro à héros, donc cette forme de reconnaissance par le groupe terroriste, extrémiste ou radical, comme vous voulez. Pour rebondir à la question des jeux vidéo, moi, cela fait 10 ans que je travaille sur la propagande djihadiste, et ça ne m'étonne pas, puisque depuis près de 10 ans, nous avons des parcours, des jeunes via le GTA qui vont rencontrer le recruteur et qui vont se radicaliser et se mettre sur des projets d'attentat. Donc, il ne s'agit pas d'une nouveauté. Aujourd'hui, ce qu'on observe dans l'évolution de la propagande et des stratégies de recrutement qui sont mises en place, c'est tout simplement cette capacité d'adaptation à des nouvelles plateformes de jeux vidéo qui sont proposées, ce qui explique aussi les catégories d'âge, un public qui est de plus en plus jeune, qui est ciblé. Par exemple, il y a 10 ans, on savait que sur GTA, sur Call of Duty, et alors, même GTA, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas tout ce que c'est Grand Theft Auto, qui est un carton absolument mondial et historique du jeu vidéo. Tout à fait. Où on est un bandit, en fait. Extrêmement violent. Et c'est très violent. Et extrêmement violent, il faut le dire. Donc ça, il y avait GTA. Là, ce qu'on voit, c'est de plus en plus, c'est sur Fortnite. Et on sait, Fortnite, qui est un jeu qui, malgré le fait que le jeu est déconseillé pour le moins de 12 ans, on a des enfants à partir de 6, 7, 8 ans qui jouent pareil, au Fortnite. C'est quoi ? C'est un univers... de la violence. Un univers violent avec des combats, simulation de combat. Et donc, on a aussi la possibilité de rentrer en conversation, en contact avec d'autres joueurs. Et c'est là où on trouve des mouvances négationnistes, des mouvances djihadistes, des prédateurs sexuels, des réseaux de pédophiles qui se trouvent de plus en plus sur Fortnite. Alors justement, on va voir exactement ce dont vous parliez. On va voir un exemple de ce que sont ces jeux vidéo. Et on retrouvera juste après le réalisateur de ce documentaire, Valentin Petit, qui est avec nous par visio. C'est un documentaire diffusé il y a quelques mois sur Arte qui s'appelle « De la manette à la gâchette, quand la radicalisation infiltre le jeu vidéo », qui est produit pour Arte France et Capa Presse. Et on explique juste à nos téléspectateurs, ils ne sont peut-être pas tous fans de jeux vidéo, ont peut-être pas tous des enfants qui y jouent, mais beaucoup aussi peut-être. Non seulement on joue, ce que vous expliquez, à un jeu vidéo,
mais à côté, c'est en même temps un réseau social. On peut Exactement. parler, chatter avec les autres joueurs qui sont connectés. C'est là que des liens se créent, que des amitiés Alors que sincères peuvent se créer. La confiance a été capturée Et voilà. Et par la participation à ce jeu ensemble. Et ce que disait Asna, c'est qu'effectivement, on avait déjà eu ça avec les recrutements en Syrie, notamment les femmes, qui allaient sur des sites qui étaient, je ne veux pas être caricatural, mais bon, qui étaient à la recherche de l'âme frère. Et il y avait des gars spécialisés, sites de rencontres. voilà, qui les attiraient pour les emmener. Et on a dans le livre des récits de filles qui ont été rapatriées en France ensuite, qui disent, voilà, il m'avait vendu du rêve, je l'ai trouvé beau, je l'ai épousé halal sur l'Internet, il m'a envoyé le billet pour me faire venir en Syrie, et les passeurs de Daesh m'ont récupéré à Gaziantep. Donc on voit... Alors actuellement, on n'a pas ça parce qu'il n'y a plus de territoire de l'État islamique, mais l'articulation entre tous ces espaces est en fait assez fluide et très difficile à trouver. Et c'est aujourd'hui le principal défi, sans doute, qu'on a, puisque ça pénètre aussi dans des familles. Ah bah complètement, puis quand on connaît l'importance des jeux vidéo notamment, dans toutes les familles françaises et qu'il y a des enfants, c'est évidemment un espace extrêmement dangereux potentiellement. On regarde un premier extrait de votre documentaire, Valentin Petit, on vous fera réagir juste après. Premier extrait, honnêtement, qui m'a complètement bluffé, et pourtant j'ai un petit garçon qui joue à des jeux vidéo, mais je n'avais pas du tout imaginé ça. Des jeux vidéo reconstituent de manière ultra réaliste et ultra sordide les circonstances exactes d'attentats, de tueries qui ont réellement existé. Regardez, c'est absolument sidérant. Sur TikTok, nous découvrons des vidéos dont nous avons choisi de ne diffuser que de très courts extraits. Comme celle-ci, où un joueur va abattre des dizaines de personnages portant des kippas dans une version modifiée du jeu GTA. D'autres vidéos sont encore plus sordides. Ce sont des reconstitutions, toujours sous forme de jeux vidéo, d'attentats racistes qui ont réellement eu lieu. Comme la tuerie de Buffalo aux États-Unis en 2022, perpétrée par un suprémaciste blanc. Il tua 10 personnes dans un supermarché fréquenté par la communauté afro-américaine. Sur le jeu Gorebox, un utilisateur a entièrement reproduit cette tuerie. Les victimes sont placées aux mêmes endroits que dans la vidéo du tueur. L'arme, le bâtiment et les bandes jaunes au sol sont les mêmes. Cette réplique, il l'a partagée auprès d'autres joueurs qui filment leurs parties puis les diffusent sur les réseaux sociaux. Comble du morbide, dans cet extrait, ce joueur va jusqu'à recharger son arme au même moment que le tueur. Une fascination malsaine que l'on retrouve dans des reconstitutions de l'attaque d'octobre 2019 en Allemagne contre la synagogue de Halle. Elle fit 2 morts. Comme dans les autres jeux, le joueur peut adopter le point de vue du tueur. Ici, il tire sur la même porte que dans la vidéo originale. Valentin Petit, vous avez réalisé ce documentaire pour Arte et Capa Presse. C'est complètement sidérant. Racontez-nous votre enquête. Pourquoi vous êtes intéressé à ce phénomène? Et puis, est-ce que quand vous avez découvert ces vidéos, vous étiez au courant de l'ampleur de ces vidéos ou pas avant de démarrer votre enquête? Non, c'est une ampleur que j'ai découverte au fur et à mesure de l'enquête. Tout a commencé d'abord sur TikTok, parce que c'est des plateformes un peu qui s'interpénètrent, comme disait Gilles Kepel avant moi. En réalité, j'ai découvert des vidéos, donc des reproductions de jeux qui étaient racistes, un peu étranges, etc. sur TikTok. J'ai commencé à enquêter et je me disais c'était assez étrange que on trouver ce genre de vidéos où il y avait des mosquées, des synagogues, etc. Et c'est dans un deuxième temps que j'ai compris qu'en fait, c'était des vraies images, puisque c'était des vraies mosquées, c'était des vraies synagogues qui étaient reproduites au détail près. Et ces vidéos qui étaient publiées sur TikTok, en fait, renvoyaient vers des chaînes Telegram où les gens, donc des jeunes principalement, s'envoyaient des vidéos encore plus dures, les vraies vidéos de tuerie, des vidéos d'exécution, de décapitation, etc. Et où ils s'envoyaient en plus ces jeux qui permettaient un peu de reproduire et de, entre guillemets, rendre hommage
à ces tueries, parce qu'il y a tout cet aspect qui est une forme de sanctification, de rendre hommage à ces tueurs, qu'ils soient djihadistes ou d'extrême droite. Et donc, c'était parfois des centaines de milliers de vues sur ces vidéos-là, parfois des milliers de personnes qui jouaient à ces jeux-là sur des plateformes réservées à des enfants comme Roblox. Non pas réservées, mais qui sont quand même très enfantines. Séraphin Alava, vous restez avec nous à Valentin Petit, on va continuer le débat, mais Séraphin Alava, vous êtes professeur en cyber-radicalisation à l'université de Toulouse 2. Quand vous entendez, là, on a eu ces exemples sur le jeu vidéo, mais qu'est-ce que ça vous avez travaillé sur ces questions depuis longtemps. Est-ce que l'irruption de cette violence dans les jeux vidéo est là encore un tournant, ou finalement, est-ce que c'est le prolongement de ce qu'on a vu avec Internet plus globalement ? Alors, ce n'est pas seulement l'irruption de l'hyperviolence sur Internet, parce qu'elle y était depuis longtemps, c'est une sorte de professionnalisation des groupes radicaux pour aller recruter, diffuser leur opinion et peu à peu rendre banal l'acte le plus odieux qu'il y a et faire de l'apologie du terrorisme à chaque instant. Est-ce que dans vos travaux, parce que Gilles Kepel disait à l'instant, aujourd'hui, il y a plus d'État islamique en Syrie, donc est-ce qu'il y a une forme de, j'allais dire presque de paradis perdu à recréer, non pas que l'État islamique était le paradis, mais c'était en tout cas un lieu qui faisait rêver des candidats au départ pour l'État islamique. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus vraiment de territoire, alors vous allez me dire peut-être le Sahel remplace l'État islamique en Syrie à l'époque, mais est-ce qu'il y a cette perte d'une forme d'idéal perdu à reconquérir ? En tout cas, l'Internet, pour un certain nombre de mouvements recruteurs et de mouvements terroristes, est devenu un espace dans lequel ils peuvent développer leur idéologie, peuvent faire du recrutement, peuvent progressivement tenir éveillé un esprit de revanche. Il est bien évident que s'il n'y a pas de terrain réel, le terrain digital reste toujours un terrain disponible. Est-ce que la différence avec ce qu'on a dit, c'est qu'auparavant, il y a toujours eu de la violence dans les films, même dans la littérature, dans les réseaux sociaux, mais est-ce que là, le fait d'être, j'allais dire acteur, parce que quand on joue à un jeu vidéo, on ne regarde pas un personnage d'un film sur écran, on est soi-même acteur. Donc là, en l'occurrence, soi-même tueur, soi-même terroriste, est-ce que ça, c'est, j'allais dire, un cap franchi qui est quand même très problématique ? Oui. C'est un élément déterminant, mais il y a deux autres effets qu'aujourd'hui on connaît bien, qui est celui de la chambre d'écho, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu dans lequel il n'y a aucun contre-discours qui est apporté, où tout semble dire « tu fais bien », c'est comme ça qu'il faut agir, et qui va permettre à des jeunes d'adhérer à des idéologies et même de dépasser le niveau dans lequel ils pourraient aller, que parce qu'ils sont entre eux et dans un monde. Il est important de pouvoir repérer qu'il y ait un contre-discours qui soit apporté. Et deuxièmement, il y a l'effet qu'on appelle l'enfermement algorithmique qui fait que progressivement, le jeune qui, la première fois, allait chercher ce type de jeu, va être alimenté grâce aux algorithmes pour en voir de plus en plus et de plus en plus. Et on a un approfondissement de la radicalisation à travers ces deux principes, au champ d'écho et enfermement algorithmique. Les majors de l'Internet le connaissent, ils savent ces phénomènes-là, mais malheureusement, il faut que l'État et les États interviennent pour permettre de créer une règle, une loi qui protège les jeunes. Eh bien, merci beaucoup. Merci Séraphin Alava. On va juste poursuivre la discussion avec vous deux en plateau sur, on en parlait à l'instant, les algorithmes. Alors, s'adresse aux jeux vidéo, mais pas que. Effectivement, on va voir comment les djihadistes font pour harponner les plus jeunes sur la toile. Vous en parliez tous les deux. Regardez, c'est un reportage qu'a 2 ans d'Alexandre Porte, donc tourné en 2023, mais qui est évidemment toujours plus que jamais d'actualité et qui montre bien les mécanismes à l'œuvre. On regarde et on en parle après. Comment les djihadistes ont-ils refait surface sur Internet ? Disparus des réseaux sociaux en 2017 à la chute de Daesh, les messages inquiétants se multiplient à nouveau. Ce qu'on observe maintenant depuis un peu plus d'1 an, c'est qu'il y a une reconstitution de capacités opérationnelles, avec une activité qu'on observe aujourd'hui qui est intense, démultipliée et diversifiée, avec l'usage notamment de nouveaux canaux prisés par les jeunes, je pense en particulier à TikTok. Un retour en force sur ces nouvelles plateformes. Une recherche permet de trouver des dizaines de vidéos. Certaines comptabilisent jusqu'à plusieurs centaines de milliers de vues. Toutes sont d'anciens clips de propagande de l'État islamique. Comme celui-ci,
publié en 2016 en français pour appeler à commettre un attentat durant l'Euro de football. Plusieurs plateformes contactées affirment pourtant surveiller et supprimer tous les contenus faisant la promotion de l'extrémisme. Pour information, entre avril et juin 2023, plus de 106 millions de vidéos ont été supprimées. Sur d'autres plateformes, les djihadistes vont jusqu'à se vanter d'échapper à cette surveillance et accompagnent leur message d'appel à passer à l'acte. Laisse-les croire que le combat dans le sentier d'Allah s'essouffle. Ces soldats sont bien présents, parés à se lancer lorsque l'occasion se présente. En inondant les réseaux sociaux, ces recruteurs ciblent des profils toujours plus jeunes. Derrière les 3 derniers attentats déjoués en France, des garçons âgés de 15 à 21 ans. On a des espèces d'influenceurs du crime qui essayent de vous amener à penser comme ils le pensent, que la société vous en veut, que la société se trompe et que vous êtes un agent qui peut changer les choses dans le bon sens. Gilles Kepel, un agent qui pourrait changer les choses dans le bon sens. Sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que la perte physique du sanctuaire de l'État islamique en Syrie, alors encore une fois, il y a le Sahel aujourd'hui, mais est-ce que quel effet ça a eu? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État islamique, il est numérique, il est digital? Alors, le Sahel, pour en parler, il est encore potentiel, parce qu'il faut toute une infrastructure pour organiser les allers et les retours. On n'y est pas. Ce qui inquiète beaucoup les gens, c'est qu'il y a une communauté originaire du Sahel qui est significative ici. Pour l'instant, il ne semble pas qu'il y ait une porosité remarquée. Ce qui est frappant là, justement, c'est la désinhibition. C'est-à-dire, d'autant plus qu'on s'adresse à des gens jeunes, pour lesquels le critère du bien et du mal est très très flou. L'école a du mal à donner son rôle. Et du reste, ça n'est pas pour rien que les 2 personnes d'origine caucasienne qui ont assassiné respectivement Samuel Paty et Dominique Bernard avaient ciblé ceux qui transmettaient non seulement des savoirs, mais des valeurs. C'est-à-dire qu'on détruit ceux qui transmettent les valeurs qui permettent de faire société, à travers l'école notamment. Mais ce qui est frappant là, c'est que cette désinhibition fait qu'entre le monde du virtuel et le monde du rituel, finalement, il n'y a plus rien. On dézingue un avatar sur le web et on va ensuite tuer des individus réels qui ne sont que, disons, si je puis dire, la matérialisation dans le monde réel de ce que est X dans le métaverse ou dans le. Et ça, c'est aujourd'hui un énorme problème. Et que le djihadisme, que la cybercriminalité, que la pédophilie, etc., aient réussi à s'infiltrer là-dedans, pose un gigantesque problème, notamment à ces entrepreneurs du web. On a vu TikTok qui a publié ses déclarations. Ils sont extrêmement inquiets, et d'autres aussi, puisque c'est aussi pour eux une question de nom, de respectabilité. Je suis effaré par les chiffres. Là, oui. Là donc 2023, il y a 2 ans, 106 millions de vidéos supprimées. On comprend que TikTok dit, voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais 106 millions mais déjà, c'est-à-dire que je ne veux pas incriminer une société ou une autre, mais en fait, c'est le modèle lui-même qui pose question. Et c'est la capacité, comme on aurait dit autrefois, du capitalisme cybernétique mondial à ne pas se reculer parce qu'en même temps, il génère et il engendre énormément de profit. Donc là, on est dans un problème de fond qui ne concerne pas uniquement la traque des djihadistes, qui la concerne parce qu'elle en est l'aspect peut-être le plus visible, le plus saillant, le plus inquiétant, mais comme on l'a vu tout à l'heure avec Asna, qui se reproduit dans d'autres domaines qui ont pour objectif de détruire les valeurs qui nous permettent de faire société. Asna, tout à l'heure, Valentin Petit, qu'on va retrouver, parlait de Roblox. Je vous pose des questions parce qu'effectivement, pareil, j'ai un petit garçon qui joue à Roblox et c'est le cas de beaucoup de familles qui nous regardent. Roblox, Valentin disait, ça s'adresse vraiment à des enfants. Et même là, on voit un jeu Roblox justement à l'image, même là, ces réseaux-là peuvent pénétrer. Alors qu'on pouvait dire avant, peut-être sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X ou même sur TikTok, il y avait des tentatives de mettre des limites d'âge, enfin un âge minimal. Là, on a l'impression que le curseur descend encore. C'est très difficile, finalement, de contrôler l'accès à ces jeux qu'on propose. Et que ce soit Roblox, on a vu avec GTA, avec Fortnite ou n'importe quel autre jeu, il n'y a aucun jeu aujourd'hui qui est proposé, qui est impénétrable par
des groupes extrémistes, peu importe la couleur. Et question, même quand c'est pas forcément des jeux, parce que, encore une fois, je parle à moitié d'expérience, Roblox, c'est pas que pour le coup, c'est pas qu'un jeu de guerre. Il y a de la construction d'univers, on peut construire sa maison, un restaurant, mais même là, on peut se faire approcher par quelqu'un qui va parler avec vous, se faire passer pour un copain. Tiens, je vais venir dîner dans ton restaurant dans Roblox, quoi. Tout à fait. Et Roblox, dans plusieurs pays, notamment l'Irak, a interdit Roblox suite à des dérives par des usagers, notamment des usagers jeunes. Donc, c'est aussi important de savoir que ces jeux-là peuvent devenir assez rapidement un terrain de création pour certains jeunes qui sont en difficulté souvent pour arnaquer, pour manipuler, pour influencer, etc., etc. Mais pour rebondir à ce qui a été dit depuis tout à l'heure par rapport à la question de la propagande, moi, depuis 10 ans, je travaillais sur la propagande. Moi, j'ai dit que cette propagande a toujours eu la capacité d'évoluer, de se métamorphoser par rapport aux évolutions des contraintes, des contrôles qui ont été mis en place notamment à partir de 2017, et même avec la chute territoriale du dit califat, ce qu'on a vu, c'était pas du tout une disparition de la propagande comme on peut l'imaginer. Au contraire, il y a eu une évolution dans le verbatim qui est utilisé. On parlait du califat au Cham, au Levant, et on va évoluer vers les califats un peu partout, et on va proposer des califats aux Philippines, on va proposer des califats dans l'Afrique de l'Ouest ou dans d'autres pays, et qu'on va même aller jusqu'à métamorphoser la notion de hijra, la migration qui était destinée au Levant et au Cham au début, pour proposer de la hijra verticale directement vers Dieu, pour faire le martyr et mourir pour la cause. Donc moi, j'ai dans mes travaux sur la propagande, j'ai jamais vu vraiment cette propagande disparaître ou anéantie par rapport à ce qui a été fait. Et c'est ça ce qui est inquiétant. Troisième point, c'est par rapport au profil sociologique des jeunes, et surtout ce qu'on a face à nous, c'est pas n'importe quel joueur aux jeux vidéo, parce que il faut pas criminaliser les jeux vidéo dans le sens large du terme. C'est aussi un outil de loisir, et qui est utilisé, comme vous dites, par beaucoup. Faut pas semer la panique et l'angoisse auprès de toutes les familles dont les enfants jouent aux jeux vidéo. Au contraire, ces problématiques, on les voit principalement chez des publics jeunes en difficulté, voire même en très grande difficulté, mais aussi qui ont une consommation des jeux vidéo qui relève de l'addiction. Moi, la semaine dernière, je menais mes ateliers de prévention de la radicalisation dans un centre d'accueil et d'insertion des jeunes en grande difficulté, et un jeune qui me dit pour moi, les jeux vidéo, c'est un tue-temps. Donc, je ne compte pas le temps, parce que ça devient une sorte de refuge pour des jeunes en très grande souffrance. Pour échapper à la réalité. Donc, effectivement, ça concerne principalement une catégorie des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, et pas l'ensemble des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Et ça, c'est important aussi à soulever. Je vais revenir sur l'un des points qu'a soulevé Hasna, qui me semble très intéressant, c'est que au fond, on a cru depuis quelque temps qu'il ne se passait rien, à part les spécialistes comme vous qui jouez à de près. Et ça m'a rappelé un phénomène qu'on évoque dans le livre, qui raconte les 30 dernières années, qui est le tournant des années 2000. En France, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Le groupe de Roubaix est parti, les gens du GEA sont arrêtés, et il se passera des choses à New York et à Washington en 2001, et jusqu'à 2012, jusqu'à l'affaire Meyrin à Toulouse, suivie par 2015, qu'on a commémoré il y a peu de temps, on avait l'impression qu'il n'y a rien. En réalité, il y avait toute une mouvance qui était de manière rudimentaire à travers l'Internet à l'époque par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il y avait les voyages en Irak, etc., et la préparation.
Et ce dont on a l'impression aujourd'hui, à travers le monde virtuel, c'est qu'on est dans une nouvelle phase de préparation, dont le passage à l'acte n'est pas encore advenu. Et c'est pour ça qu'il y a la nécessité de bien comprendre l'ensemble du phénomène, de ne pas se tromper sur le diagnostic. Et je ne suis pas sûr que les autorités qui nous occupent en aient pris véritablement la mesure à ce jour. Parce qu'on a tendance à se dire, bon, allez, il ne faut pas s'affoler. Bon, vous avez tout à fait raison de dire, attention, il y a des publics bien précis qui sont ciblés. Il ne faut pas passer du rien au tout. Mais c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui pour les mutations, précisément, vous l'avez dit aussi, du djihadisme. Et pour connaître ces mutations, il faut voir aussi d'où elles viennent. Alors, on va avancer dans le débat. On va vous retrouver juste après l'extrait, Valentin Petit. Un deuxième extrait qui nous a beaucoup interpellé quand on a regardé votre documentaire. C'est quand l'extrême droite et les islamistes célèbrent les mêmes tueurs. Alors, je précise pour nos téléspectateurs, parce que justement, Jean-François Ricard, avec qui vous avez écrit votre ouvrage, était sur ce plateau il y a quelques semaines. Et on précise bien que le terrorisme islamiste est de très loin la plus grande menace, bien devant le terrorisme ou les risques de terrorisme de l'extrême droite. Mais ils existent quand même. On en voit des exemples, notamment aux États-Unis. Peut-être la préparation dont vous parliez justement, Gilles Kepel. En Allemagne aussi. Il y a une montée en Allemagne du terrorisme d'extrême droite avec un passé assez lourd aussi. Bien sûr. Et donc, ça fait partie de ces risques qu'il faut évaluer et qu'on sous-évalue peut-être. On regarde l'extrait de votre reportage, justement, Valentin, parce qu'il nous a beaucoup étonnés et j'aurais bien besoin de votre analyse derrière. On regarde. Certains comptes d'extrême droite publient des édits en hommage à des tueurs djihadistes. Comme ici, Omar Mateen, l'islamiste responsable de la tuerie homophobe d'Orlando en 2016. Inversement, ce compte, djihadiste Pakistan, publie un hommage aux tueurs d'extrême droite antisémites de la synagogue de Halle. Un rapprochement idéologique étonnant à première vue, mais qui ne surprend pas Galen Lamphere Englund, cofondateur du réseau de recherche sur l'extrémisme et les jeux vidéo. There is a boomerang or a horseshoe between far-right and jihadist actors. They look like they're on different points of the ideological spectrum, but they connect in the middle, often around violent misogyny, the hatred of women, around anti-Semitism, and around conspiracy theories. You see memes from the far right that are really popular in Western Europe beginning to show up by jihadist groups in Southeast Asia. Valentin Petit, justement, ce passage nous a aussi beaucoup étonné. Est-ce que vous aussi, ça vous a étonné, surpris, sauté à la figure de dire mais oui, il y a ces deux extrémismes aussi dissemblables puissent-ils être, se rejoignent parfois? On a été étonné, bien évidemment, au début de trouver des comptes TikTok qui publiaient à la fois donc des édits pro-djihadistes et des édits, donc ces vidéos très populaires sur TikTok, donc très rythmées avec des musiques. Et comme on peut le voir, là, il y a Hello Kitty ou un soleil noir derrière. On était très étonnés de trouver des ponts entre ces deux idéologies. Mais au final, c'est quand on est arrivé sur la deuxième phase de l'enquête, notamment sur les chaînes Telegram, qu'on a compris que, puisque ces comptes TikTok qu'on voit à l'écran renvoyaient vers des chaînes Telegram où se retrouvaient énormément de personnes radicalisées. Et c'est en lisant leurs discussions qu'on comprenait aussi que, outre des idéologies communes comme une misogynie, un antisémitisme ou des théories du complot, il y avait aussi un respect, entre guillemets, de la part des terroristes d'extrême droite et des jeunes radicalisés d'extrême droite pour la détermination dont faisaient preuve les djihadistes. C'est-à-dire ces départs, ces attentats suicides, ces préparatifs, etc. Et sur ces plateformes, parfois, donc notamment Roblox, les cartes, donc les mini-jeux entre guillemets qui étaient faits par des djihadistes, se retrouvaient entre les mains de personnes d'extrême droite. Notamment la tuerie de Halle qui avait été reproduite, donc tuerie antisémite qui a tué 2 personnes et était très reprise par des cercles d'extrême droite autant que par des cercles djihadistes. Donc il y avait de l'interpénétration à travers ces plateformes. Ils s'échangent les mêmes maps, ce qu'on appelle des maps, donc les mêmes jeux. Ils s'échangent la même propagande à certains endroits. Ils parlent même de white jihad. Gilles Kepel, ça, le white jihad, je ne sais pas si vous pensiez un jour devoir analyser ça, le djihad blanc.
Oui, c'est tout à fait envisageable. À partir du moment où on construit un ennemi universel, en l'occurrence, ce sont les Juifs qui sont visés, aussi bien par l'extrême droite que par les djihadistes. À partir de ce moment-là, tout est possible dans un monde où il y a une désinhibition complète. Mais vous avez aussi, à l'autre bout du spectre, une diabolisation aujourd'hui des Juifs, notamment après les bombardements de la bande de Gaza, qui en ont maintenant commis apparemment 70 000 morts, d'après ce qu'on à l'instillation de Benjamin Netanyahou, qui font qu'une partie de l'extrême gauche aussi va identifier tout Israélien et derrière tout Juif comme génocidaire, etc. Donc, on est dans un monde où, au fond, les catégories de pensée qu'on avait autrefois, c'est-à-dire la gauche contre la droite, l'Occident contre le socialisme, etc., se sont complètement brouillées et où ce qui est traduit là dans le monde du virtuel, du jeu vidéo, reflète un bouleversement du monde global où les dimensions, les fractures identitaires sont ce qui va rassembler les individus. Si vous voulez. C'est un peu ce qui avait été analysé, peut-être en le poussant un peu loin, par Samuel Huntington avec le clash des civilisations. Et on voit que dans ces clashs, vous avez des alliances paradoxales, si vous voulez, qui peuvent sembler tout à fait curieuses pour ceux qui sont habitués aux façons de penser antérieures, mais dont on voit des traductions non seulement sur les écrans et téléphones portables, mais dans la désorganisation et la réorganisation du monde actuel. Vous parliez tout à l'heure de l'invasion, Poutine déclarant « si l'Europe veut la guerre, elle l'aura ». On ne sait plus où on en est de la façon dont se passe la répression contre les migrants aux États-Unis aujourd'hui. Et tout ça donne le sentiment que y compris là où chez les adultes, les dirigeants qui devraient édicter des normes, ceux-ci ne respectent plus les normes. Et donc, finalement, ils se comportent comme les gosses qui sont sur les personnages des jeux vidéo. Et où est la norme ? C'est ça. Le problème est un problème civilisationnel qui va beaucoup plus loin que la simple criminalisation des djihadistes sur TikTok. Parce que vous disiez, Gilles Kepel, j'allais dire autrefois, oui, il pouvait y avoir des fractures, notamment politiques, la gauche, la droite, vous disiez, notamment centrées sur l'économie, notamment entre la gauche et la droite. Là, aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment l'identité. Et alors, l'ennemi, c'est qui ? On dit les Juifs, par exemple, la communauté juive. Ça peut être quoi ? Ça peut être la démocratie libérale. Ça peut être le... Alors, il y a un événement quand même qui va changer la donne. C'est principalement la crise sanitaire liée au Covid et cette explosion de ce qu'on appelle, dans le jargon sociologique, les individualités numériques. Et en même temps, ce phénomène va être accompagné par un autre phénomène, l'explosion des discours de haine sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ça, dans les discours de haine, on va regrouper toutes sortes de discours extrémistes, violents, misogynes, masculinistes, néo-nazis. Et on va voir en France, là encore, il ne s'agit pas d'une nouveauté, puisque en France, en 2021, on va interpeller deux jeunes, un jeune au Havre qui fait partie d'un groupe néo-nazi qui projetait un attentat contre son ancien lycée et en même temps un attentat contre la mosquée, qui était en contact via Telegram avec une jeune à Béziers, une jeune femme fascinée par la violence, et que elle, de son côté, elle programmait d'attaquer des lieux de culte chrétiens. Et va encore, après ces discussions, élargir son projet d'attentat pour inclure encore un attentat contre son ancien lycée. Donc ces connexions vont plutôt créer des formes complexes de profils aujourd'hui autour des discours de haine qui sont plus ou moins partagés par différentes idéologies. Alors justement, vous en parliez à l'instant, le discours de haine, l'ultraviolence, la fascination pour l'ultraviolence. C'est le dernier extrait qu'on voulait vous montrer du documentaire de Valentin Petit. Valentin, vous avez pu interviewer, vous nous raconterez juste après l'extrait, vous avez pu interviewer, faire témoigner un créateur de jeux vidéo. Lui, il est clairement pro-extrême droite, il soutient la violence. Et encore une fois, on précise, créateur de jeux vidéo qui a accepté de vous parler parce que, finalement, les jeux vidéo sont plus faits
en Europe, en Occident et aux États-Unis. Donc, on va dire que ça va plus attirer parmi les gens qui les créent des mouvances d'extrême droite que des mouvances djihadistes. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que la menace d'extrême droite est au même niveau que la menace djihadiste. Et c'est comme ça que vous avez pu interviewer l'un de ces créateurs de jeux vidéo, Valentin. On regarde, vous allez entendre ce discours absolument hallucinant, et puis vous nous expliquez après. Après des semaines d'enquête, nous parvenons à contacter le propriétaire de ce groupe Telegram qui crée des jeux. Jeux que j'ai fait. Et des édits glorifiant les terroristes d'extrême droite. Il accepte une interview. Pour préserver son anonymat, nous avons modifié sa voix. Il nous dit être néerlandais et avoir 17 ans. I create edit because I support their actions that they do, and also support, the ideas behind that they want to push, the reason why they did the shootings. What I believe is the truth, and I want to push out the truth, and I want other people to be inspired by it. So there is no political solution. Only solution is violent ones. Towards who? Invaders like immigrants groups and Jews. And also we encourage violence towards those who traitors like liberal politicians that push migration. La violence est la seule solution. Le mot de la fin pour vous trois, il nous reste 3 minutes, mais Valentin Petit sur cette interview hallucinante. 17 ans, alors il est anonyme, mais on sent que c'est quelqu'un de très jeune quand même. C'est des propos si violents dans la bouche de quelqu'un d'aussi jeune, c'est forcément déstabilisant. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a retrouvé tout au long du documentaire, c'est que ce sont des personnes très jeunes, très très jeunes. Et d'ailleurs, on le dit à la fin du documentaire, c'est que les 2/3 des personnes qui ont été impliquées dans des projets d'attentats sont mineures, d'après la DGSI. Ce qui était intéressant aussi, c'était de montrer dans ce documentaire et à travers cette interview qu'il se donne du crédit pour quelqu'un qui est passé à l'acte. Aux États-Unis, un certain Solomon Anderson, qui était sur ses chaînes Telegram, qui était sur ses profils TikTok qui diffusent des edits, qui était sur ses Roblox qui reproduisent des tueries de masse, eh bien, il dit dans l'interview, dans un autre extrait, écoutez, c'est à cause de moi, enfin c'est grâce à moi, dit-il, qu'il est passé à l'acte et qu'il a pu tuer quelqu'un dans une école aux États-Unis. Donc on est sur quelque chose de très concret. Donc cette propagande fonctionne et cette propagande entraîne des gens fragiles vers un passage à l'action et à l'acte. Gilles Kepel, vous nous parliez là peut-être du manque de prise de conscience. Là, on a l'impression quand même d'une cocotte minute. Encore une fois, je parle de tous les types de violences, djihadistes, extrême droite, vous nous en parliez. La violence a toujours existé, mais là, quand même, vous êtes inquiet pour ça, cette cocotte minute numérique chez des très jeunes. Et en regardant cet extrait, j'ai pensé à Breivik. Le Norvégien qui avait assassiné voilà, dans l'île exactement un massacre terrible sur une île où il y avait un rassemblement de jeunes et donc lui il détestait les juifs, les musulmans, mais en même temps en regardant sa logique, en analysant ses propos, il ressemblait de manière extraordinaire à ceux d'un idéologue djihadiste radical qui s'appelait Abou Moussa Bessouri. Donc la cible changeait, mais d'une certaine manière, les discours de haine dont parlait Hasna, les schémas de pensée qui aboutissaient à ça, étaient d'une certaine manière, sinon parallèles, du moins congruents. Et ça, c'était très frappant. Hasna, le mot de la fin, vous faites de la prévention, mais est-ce que, pour faire suite à ce que disait Gilles Kepel, vous alertez aussi l'État, la nation, et vous avez l'impression qu'on ne prend pas assez la mesure de ce qui se joue? Il y a un élément accélérateur, évidemment, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, aussi l'offre par rapport aux réseaux sociaux, mais aussi aux jeux vidéo qui augmente, et forcément l'exposition, l'engouement que créent ces nouvelles technologies et les outils de divertissement pour les jeunes. Donc c'est un élément accélérateur de la radicalité. Il faut le prendre de cette façon-là, ce qui demande de notre côté beaucoup plus d'engagement pour faire de la prévention. Malheureusement, en France, il n'y a pas suffisamment de travail sur la prévention, et le travail que nous menons au sein de Prévanet constitue vraiment une toute petite partie au regard des moyens
qu'on nous alloue chaque année. Et donc, le message d'alerte est lancé. Merci à tous les 4 pour cet éclairage très instructif, mais évidemment effrayant. 22h, si vous nous rejoignez sur France Info, on parlait du djihadisme et de la radicalisation des jeunes. On vous retrouve pour le